Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Tandis que le président Emmanuel Macron était en Israël, vous étiez ici même à Paris. Bonjour frère Olivier Thomas Venard. Bonjour et merci pour votre invitation. Vous êtes professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Il faut que je présente cette institution, ce lieu. Donc c'est un bout de la France, à Jérusalem. Vous êtes situé à Jérusalem-Est, dans un couvent, le couvent Saint-Étienne du proto-martyr. Jérusalem-Est, c'est la partie arabe de Jérusalem. Exactement, nous sommes juste à la lisière, en fait, entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, à 200 mètres environ de la porte de Damas, à l'extérieur de la vieille ville. Et donc c'est un lieu évidemment parfait pour observer ce qui se déroule au Proche-Orient, pour chercher, pour travailler. Oui, nous sommes aux premières loges de tout ce qu'il y a de plus incandescent à Jérusalem, puisque le fameux mont du Temple ou esplanade des mosquées est à 200 mètres littéralement de mon lit dans ce couvent. Et d'autre part, le Wadi Joz, théâtre de tant de violence les mois derniers, est également de l'autre côté à 200 mètres. Donc on peut dire qu'on est au cœur du je vais pas dire du problème, mais du réacteur proche-oriental. Voilà. Il faut aussi rappeler, et je souhaitais le faire en vous invitant, qu'il y a beaucoup de chrétiens. On a parlé des musulmans, on a parlé des juifs. Il faut parler des chrétiens qui sont dans cette région, des chrétiens palestiniens. Il y a environ 15% des Palestiniens qui sont chrétiens. Votre regard, frère Olivier Thomas Venard, sur ce qui se déroule depuis le 7 octobre en Israël? Alors, sur la question des chrétiens, il faut quand même ajouter que le christianisme, là-bas comme ailleurs, est extrêmement divers. Donc, le christianisme traditionnel est en effet un christianisme arabe qui est divisé entre toutes les grandes églises apostoliques. Ce sont des églises très très prestigieuses, très très anciennes. Mais il y a autant de chrétiens désormais plutôt hébréophones, puisqu'avec le million de Russes arrivés en Israël entre 1990 et 2000, pratiquement 180 000 sont chrétiens. Et c'est une nouvelle facette du christianisme, sans compter toutes les donc chrétiens, judéo-chrétiens, plus ou moins orthodoxes. Et donc nous avons aujourd'hui tout un éventail qui va depuis les églises les plus traditionnelles jusqu'au judéo-christianisme nouveau, en passant par, nous l'espérons, les églises très équilibrées, que sont des vieilles églises comme l'église catholique romaine qui est présente sur place. Oui. Comment avez-vous vécu ces événements? Alors on les a vécus d'une façon assez dramatique, puisque enfin à l'école biblique nous avions une rentrée académique normale. Nous sommes un centre de recherche et nous avons été très affectés par la crise du Covid et tout cela. Donc nous faisions le plein, c'est-à-dire c'est une institution qui fonctionne à une 50aine de personnes, une vingtaine de religieux, une trentaine d'étudiants pour aller vite, de jeunes chercheurs. Et quelques jours à peine après cette rentrée très belle, éclataient des violences que nous n'avions évidemment jamais vues en ce qui concerne ce qui s'est passé au sud, ces massacres effroyables et sans nom. Mais même à Jérusalem, je dois dire, c'est la première fois que, en 20 ans de présence sur place, un peu plus de 20 ans maintenant, on a entendu les sirènes antimissiles. Et je dois dire que ça a quelque chose de très impressionnant, parce que c'est un son presque cosmique et qu'on est en attente de ce qui va venir après, et qu'on entend un vacarme. Enfin, je crois que Dieu merci, ce jour-là, les roquettes n'ont pas atteint Jérusalem, elles se sont écrasées dans la banlieue, ou ont été détruites par le système de défense dans la banlieue sans faire de victimes. Mais disons que cette fois-ci, plus que les fois précédentes, puisque hélas, il faut quand même le dire, ça n'est pas une absolue surprise. Cette fois-ci, on a senti qu'on entrait dans un nouveau moment de l'histoire du Proche-Orient, pas juste dans les opérations, si l'on ose dire, de maintien de l'ordre terribles, qui se sont égrenés depuis 10-15 ans. Jérusalem, c'est un lieu de tension parce que la ville est 3 fois sainte. J'ai presque envie de dire, hélas, 3 fois sainte, frère Olivier Thomas Venard. L'une des particularités de votre vie, c'est que donc vous êtes dans ce couvent Saint-Étienne, à quelques mètres des lieux les plus saints du judaïsme, le mur des Lamentations, à quelques mètres de la mosquée du Mont du Temple. Est-ce facile d'être chrétien à Jérusalem ?
Alors on est quand même aussi à quelques mètres, il faut le dire, du Saint-Sépulcre. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là-bas. Oui. Alors, un de mes frères plus âgés, mes frères dominicains plus âgés, qui avait lui-même déjà 30 ou 40 ans de vie en Terre Sainte au compteur, quand je suis arrivé, m'a dit, sur le mode d'une plaisanterie, mais qui est assez profonde, sais-tu pourquoi Jérusalem est la ville sainte? C'est parce que c'est la ville au monde où l'on pêche le plus au nom de Dieu. Et je trouve que c'est une bonne définition. Et il m'avait à l'époque à la fois averti, mis en garde sur le fait que c'est un lieu où tout ce que l'on peut vivre intérieurement, aussi bien en lumière, en grâce, qu'en ténèbres et en péché, est beaucoup plus intense que partout ailleurs. Et depuis, j'ai régulièrement, puisque des jeunes chercheurs, notamment les jeunes normaliens, viennent travailler chaque année avec moi sur le programme de recherche dont je m'occupe, sur la Bible, je commence au début de l'année par les en avertir et leur dire ne soyez pas étonnés, c'est une ville un peu tellurique sur le plan spirituel. Et on ne sort pas indemne d'un séjour prolongé à Jérusalem. On a vu des scènes terribles, tout à fait condamnables, de jeunes juifs orthodoxes dans la vieille ville de Jérusalem. Alors il faut s'imaginer un entrelac de petites ruelles. C'est un espace petit, ça représente à peu près l'équivalent de la place de la Concorde à Paris, où se mêlent donc les trois religions du livre, dans une situation plus ou moins tendue. Et on a vu des jeunes juifs orthodoxes insulter, cracher sur des chrétiens, alors même que le gouvernement israélien, évidemment, condamnait ces actes, frère Olivier Thomas Venard. Alors, ça a toujours existé, il faut être Mais honnête. moi, je ne l'avais jamais entendu. Si, moi, depuis que je suis arrivé, j'ai entendu cela. Et j'ai toujours admiré, je dois dire, la réserve des chrétiens par rapport à tout ça. Car enfin, en tout cas, je précise que ma voix est celle d'un témoin. Je suis, moi, un chrétien occidental de vieille souche catholique et française. Je ne vais pas venir donner des leçons de morale et je vais en revanche observer. Je dois aussi... Non, mais je veux que vous me racontiez ce que vous vivez là-bas. Avoir en tête. Donc, ce que je veux dire, c'est que de notre point de vue, nous avons toujours entendu, entendu des cas comme cela, mais ils se sont multipliés ces derniers mois. Et c'est vrai qu'avec le gouvernement israélien actuel, étant donné, tout le monde s'accorde à dire, les extrémistes qui ont été mis au pouvoir, des gens même poursuivis par la justice dans leur propre pays, il y a une espèce de déblocage, je pense, de la parole. Et les jeunes excités... Là, c'est pas que la parole. Voilà, la parole et les comportements, mais c'est ce que je dis à des personnes qui pourraient tenter par l'identitarisme, quel qu'il soit. On voit là-bas, c'est comme un laboratoire, ce que ça donne si la parole est non pas libérée, mais relâchée, tout simplement. Et donc oui, on a vu non seulement ces crachats qui ont scandalisé tout le monde, des amis, j'ai eu la chance d'enseigner à l'université hébraïque pendant 10 ans aussi, et des amis avaient organisé un colloque pour étudier le sujet et surtout montrer en quoi il n'avait absolument rien de traditionnel dans les usages juifs. Donc ces choses-là ont existé, de même que des agressions physiques contre les chrétiens qu'on n'avait jamais vues. Tout d'un coup, des braves pèlerins qui étaient à la terrasse d'un café chic dans le quartier chrétien se sont fait un peu harceler, assaillir, la police mettant 3/4 d'heure à arriver alors qu'elle est à 10 minutes à pied. Donc, on a vu tout ça. Dieu merci, notamment le président israélien s'est déplacé auprès du patriarche des autorités chrétiennes pour dénoncer la chose. Mais c'est vrai qu'on vit aussi avec ces choses-là. Est-ce que c'est l'un des signes que cette région est en train de basculer dans l'intolérance? Peut-être que les frères les plus anciens, Olivier et Thomas Venard, vous en parlent, puisque les dominicains sont là depuis des siècles. Ce couvent existe depuis la fin du 19e siècle. Que disent-ils? La chose la plus intéressante que j'ai entendue, c'est de la part de nos frères archéologues qui sont arrivés dans les années 70, donc quelques années seulement après la conquête des territoires, comme on dit, en tout cas la fin de la souveraineté jordanienne sur les territoires. Et comme archéologue, l'un d'entre eux, à l'époque, aujourd'hui il est tout chenu, mais il était blond aux yeux bleus, on ne pouvait pas le prendre
pour un arabe. Et du coup, les Palestiniens, comme nous avions de nombreuses fouilles dans ces territoires, l'accueillaient au cri de welcome, shalom. Ils étaient persuadés que c'était un Israélien, un Juif. Et il me dit, et j'ai trouvé cette remarque très profonde, il m'a dit, en fait, tu sais, le véritable problème a commencé quand on a commencé à leur piquer leurs terres, tout simplement. Ils étaient au fond pas mécontents d'être libérés de la souveraineté jordanienne, qu'ils appréciaient moyennement, mais ils pensaient trouver une forme de liberté. Et dès lors qu'on s'est mis à venir, sans tenir compte du droit coutumier, qu'il est installé ce que nous appelons les colonies, des peuplements nouveaux qui prenaient une partie de leur domaine, à ce moment-là, les grandes tensions ont commencé. Ça m'a fait réfléchir parce que je me suis quelquefois dit, on mettrait en place un système analogue avec juste des Bretons en Bretagne, où les uns viennent s'installer sur la colline d'à côté parce qu'apparemment elle n'est pas occupée et que les autres n'ont pas forcément les papiers puisque c'était du droit coutumier, que sais-je, justifier de leur présence là, on obtiendrait probablement de grandes injustices. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de l'habillement religieux qu'on donne trop souvent à ce conflit, il y a tout simplement des questions de justice, des questions élémentaires de justice. C'est pour ça que, personnellement, j'ai été heureux ces 2-3 derniers jours, dans le dialogue français, passer le moment de l'émotion. Il fallait condamner tout ce qui est condamnable. Le mot politique revient. Car enfin, il va bien falloir qu'un peu de raison soit remise dans tout ça. C'est d'ailleurs ce que le pape Benoît XVI avait dit à tout le monde quand il est passé pour son pèlerinage, ce grand intellectuel, en nous montrant le cerveau. Peut-être que le premier acte de religion que nous pourrions poser ensemble, c'est de faire usage de notre intelligence. Frère Olivier Thomas Venard, vous êtes dominicain, vous êtes professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va évoquer la manière dont Jérusalem est le concentré des questions qui se posent à la région. Vous serez rejoint par la sociologue Sylvaine Bull et puis vous nous parlerez de la manière dont votre communauté religieuse réagit vis-à-vis des événements en cours au Proche-Orient. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, avec deux regards sur Jérusalem, celui tout d'abord de la sociologue Sylvaine Bull. Bonjour. On vous doit notamment une sociologie de Jérusalem aux éditions La Découverte. Jérusalem qui est en quelque sorte le condensé de toutes ces tensions qui ont cours aujourd'hui au Proche-Orient, ville où vous êtes actuellement en place, frère Olivier Thomas Venard. Je rappelle que vous êtes professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, une école qui est en place depuis plus d'un siècle aujourd'hui à Jérusalem, avec une tradition de prière, une tradition dont le patriarche de l'école a donné aujourd'hui propose aujourd'hui de s'échanger contre les otages. Ça avait déjà été fait par le père Dubois. Le patriarche latin de Jérusalem, qui est l'école biblique étant animée par un couvent dominicain, nous relevons, si je puis dire, du représentant du pape en Terre Sainte, qui est le patriarche Pizzaballa, qui vient d'être créé cardinal, qui est franciscain. C'était le custode des franciscains de Terre Sainte auparavant. Un frère franciscain encore jeune, enfin, j'ose le dire, il doit avoir 2-3 ans de plus que moi, et qui, oui, je l'ai appris dans une visioconférence avec des journalistes, s'est dit prêt à être échangé contre les otages, notamment les enfants otages. Et si ce propos est bien avéré, ça m'a rappelé le propos une autre grande figure chrétienne, amie de tous, mais particulièrement amie des Juifs en Israël, qui était le père Marcel-Jacques Dubois. C'est l'un des 4 chrétiens à avoir eu le Grand Prix d'Israël, qui était dominicain, qui a dirigé pratiquement la philosophie à l'université hébraïque pendant des années. Et j'ai eu la chance d'être un peu son fils spirituel pendant les 6-7 dernières années de sa vie, qui étaient en même temps mes 6-7 premières années. Donc j'ai eu le sentiment un peu d'un passage de témoin. Et lui-même, je ne me rappelle plus exactement la date, je ne suis pas historien, mais c'était proposé en échange contre des otages qui avaient été pris lors d'un, si mon souvenir est bon, il y avait eu un hold-up
sur un avion quelque part en Afrique. Et donc voilà, en tout cas, c'est un beau symbole de ce que les chrétiens pourraient faire pour favoriser la paix, oui. Aujourd'hui, Jérusalem est une ville, Sylvaine Bull, qui est véritablement représentative de ces tensions. Vous qui êtes spécialiste de cette ville, si vous deviez nous la décrire et nous dire en quoi les différentes communautés qui s'y côtoient de manière plus ou moins tendue sont représentatives de ce qui est à l'œuvre dans cette région. Alors, ce qui est à l'œuvre, c'est beaucoup de tensions, beaucoup de divisions, beaucoup d'appropriations et une somme de mosaïques. Au fond, ce qu'il reste de Jérusalem, symbolique, passé, spirituel, céleste, culturel, c'est son passé. Aujourd'hui, on est très loin de la ville qui a été souvent décrite par les écrivains ou par l'extérieur comme une ville très ouverte, spirituelle, romantique, avec une sensibilité levantine. Aujourd'hui, c'est une somme de mosaïques, pas seulement communautaire, sociale aussi, parce qu'il y a les divisions ethniques, mais il y a aussi les divisions sociales intra-juives qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'il y a une division en termes de niveau de vie, mais aussi d'appartenance sociale et territoriale entre les Mizrahim, les Orientaux, et les Ashkénazes, qui sont maintenant minoritaires, il faut bien le dire. Les Ashkénazes sécularisés ne représentent plus que 20% de la population de Jérusalem. Ils sont vieillissants, ils quittent beaucoup la ville. Il y a au fond deux populations qui quittent Jérusalem et qui montrent bien à quel point Jérusalem passé est vraiment dans le passé. Ce sont les Ashkénazim et les étudiants. Jérusalem a perdu à peu près 40% de ses étudiants depuis le Covid notamment. La deuxième population, c'est les Mizrahim, les Orientaux, qui viennent, ce qu'on appelle les Yéménis, les Iraquis, etc., et qui sont dans un processus d'ascension sociale, souvent, qui sont arrivés des pays arabes au moment de 48, de 67, et qui, évidemment, vivent de façon intracommunautaire et dans leur quartier. Les quartiers juifs ne communiquent pas à Jérusalem. Et puis, il y a bien sûr les quartiers arabes. Alors, les quartiers palestiniens, il vaut mieux avoir un étiquetage sociologique et politique statistique. Les quartiers palestiniens, alors, il y a les Palestiniens de l'Ouest, ceux que l'on appelle Palestiniens de 48, qui vivent à Jérusalem-Ouest et qui ont la citoyenneté israélienne, puisqu'ils sont restés du côté de la ligne verte. Et puis, il y a les Palestiniens de Jérusalem-Est, qui, eux, ont juste un permis de résidence. Alors, cette catégorie-là, donc ils sont maintenant plus de 300 000, correspondent à ce que moi j'ai appelé la périphérisation aussi des esprits. C'est-à-dire que tous les Palestiniens de Jérusalem-Est, sauf depuis le 7 octobre, travaillent en Israël et en particulier à Jérusalem-Ouest, là où est le bassin d'emploi. Mais en même temps, il n'y a jamais eu aucune appartenance politique, on pourrait en reparler, comme culturelle, sociale, à la ville de Jérusalem, puisque l'annexion n'est pas reconnue par les Palestiniens. Donc c'est à nouveau une autre fracture. Au fond, il y a trois Jérusalem. Et ça veut dire que leurs droits politiques, quels sont-ils Alors, les droits politiques des Palestiniens de Jérusalem-Est sont très limités, puisqu'ils n'ont pas de passeport national. Ils peuvent voter. Mais ils ne votent pas depuis 67 parce qu'il y a le mot d'ordre de l'Organisation de libération de la Palestine et autres de ne pas reconnaître de fait l'annexion en votant. Et là, pour la première fois, enfin pour la deuxième fois depuis 2018, nous avons une liste palestinienne qui se présente aux prochaines élections municipales de janvier 2024. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour la démocratie. Et alors, on voit aussi du côté chrétien, frère Olivier Thomas Venard, qu'il y a bien sûr ces lieux saints. Peut-être nous les rappeler en quelques mots. Qu'y a-t-il de saint, le Saint-Sépulcre, les différents lieux? Parce que dans les pierres de la vieille ville, pratiquement tout est symbole. Ça mérite une description. Voilà, c'est évidemment le lieu saint par excellence pour les chrétiens à Jérusalem, c'est le Saint-Sépulcre. Donc le lieu où l'on vénère traditionnellement le supplice du Christ et puis son tombeau, donc si on veut, le lieu de sa mort et de sa résurrection, donc qui est un endroit évidemment très prestigieux, très émouvant, au cœur de la vieille ville, qui moi me touche beaucoup parce que il est tout sauf évident quand on y arrive et il permet d'expérimenter en quelque sorte même physiquement l'épaisseur de l'histoire, ne serait-ce parce que par le fait qu'il faut descendre pour y arriver, ce qui montre bien l'empilement des couches et
et des différentes strates historiques. Voilà. Et c'est un lieu qui est lui-même un lieu de division, il faut bien le dire, puisqu'à l'intérieur du Saint-Sépulcre, dont la clé est gardée traditionnellement par la même famille musulmane depuis des siècles, pas toutes justement, certaines des principales confessions chrétiennes coexistent ensemble. Tant bien que mal. Tant bien que mal. Et comme le dit notre patriarche, il le disait à l'époque où il était custode des franciscains, il faut voir aussi la bouteille à moitié pleine, pas seulement à moitié vide. Il y a quand même un lieu au monde où, sous un même toit, toutes ces grandes églises traditionnelles coexistent. Et au-delà du folklore des divisions, il existe, et je le sais de sources sûres, de profondes amitiés et là-dedans. Donc voilà, il y a le Saint-Sépulcre qui est le lieu principal, et puis tous les lieux de la Passion qui sont liés. Bien sûr, le mont des Oliviers avec le Gethsémani, le lieu de l'agonie du Christ. Bien sûr, le Cénacle du côté du mont Sillon, le lieu où le Christ vit sa dernière scène. Voilà pourquoi c'est une ville sainte pour les chrétiens. Mais alors, Sylvain Bull, tout ceci est dans une unité de lieu extrêmement réduite, il faut le rappeler à chaque fois, avec des difficultés de cohabitation, avec une manière finalement de résumer les tensions qui ont cours entre donc les chrétiens et le mur des lamentations, qui est le lieu le plus saint dans le judaïsme, et les mosquées du mont du Temple. Oui, mais oui, bien sûr. Mais alors, précisément, Jérusalem ne se réduit pas à la vieille ville. Alors, en effet, c'est cette très belle spiritualité pour le meilleur et pour le pire, la verticalité qui se résout par des tensions entre les esplanades, le cotel, le mur, quelques points chauds. Mais à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem, il y a très très peu de lieux symboliques, donc très peu de tensions, en tout cas à l'ouest, et très peu de cohabitation. Et je voudrais dire aussi quand même une chose qui est importante. Si l'on prend l'école biblique de Jérusalem, ne faudrait pas oublier qu'elle a été un lieu de passage de très grands penseurs juifs, Martin Buber, Maurice Alvax, qui a écrit sa topographie légendaire des évangiles à l'école biblique. Donc ça dit bien cette possibilité. Et le fondateur de l'hébreu moderne qui avait sa place dans notre bibliothèque, et récemment notre frère archiviste a oui, parce qu'il faut rappeler que l'hébreu est une création moderne, une recréation, frère. Oui, l'ivrite, oui, l'hébreu parlé aujourd'hui en Israël, et donc le principal linguiste juif qui a élaboré cette nouvelle langue travaillait dans notre bibliothèque, et ça je voudrais le dire parce que c'est quand même le cœur de notre mission. Quand je suis arrivé, un mois après mon arrivée en 2001 pour m'établir au sein du couvent Saint-Étienne, Romano Prodi, avec toute sa délégation, est venu inaugurer notre bibliothèque complètement refaite avec des fonds européens. Puisqu'en ce temps-là, c'était déjà le début de la deuxième intifada, et malheureusement, Israël avait tendance à détruire les infrastructures construites par l'Europe dans les territoires. Donc l'Europe avait décidé, au moins la bibliothèque des Dominicains, elle est à Jérusalem-Est, donc c'est quand même un soutien de ce côté-là. Donc la Jérusalem palestinienne. Voilà, c'est quand même et on peut espérer tout de même que les tanks ne vont pas venir détruire une bibliothèque. Et il nous avait donné cette mission, c'est resté très très profondément dans ma tête. Il arrive avec toute sa délégation d'une séance très difficile à la municipalité de Jérusalem, et il nous avait dit il faut que vous soyez un lieu, et à propos de cette bibliothèque, où vous allez cultiver paisiblement la mémoire commune de tous les habitants de cette ville. Et c'est vraiment resté très profondément notre mission. C'est à ce sens que je dirais la Jérusalem de la rencontre, la Jérusalem lumineuse, peut-être du passé, elle subsiste tout de même, Dieu merci, en quelques endroits, à la fois chez les chrétiens, je crois que nous en sommes un, mais aussi chez les juifs. Je pense à l'Institut Hartmann, à l'époque en tout cas de David Hartmann, mais aussi à des personnes comme Tamar Apfelbaum aujourd'hui. Il y a, Dieu merci, des leaders religieux qui veulent entretenir cette vision lumineuse de Jérusalem. Mais alors, au-delà de ces personnes, Sylvain Bull, comment imaginer une cohabitation? Alors, elle avait lieu tant bien que mal il y a quelques années, et puis les choses se sont tendues. Oui. Alors, il y a une cohabitation de fait, elle existe, c'est par le commerce.
c'est toujours ce qui réunit le mieux les peuples, à savoir les Palestiniens jusqu'au 7 octobre travaillent énormément, encore une fois à Jérusalem, donc ont des échanges, il y a des scènes de contiguïté, de coprésence. Quant à la cohabitation à plus large échelle, elle est devenue extrêmement compliquée puisque Jérusalem-Est est extrêmement défavorisée et il y a surtout une urgence politique qui est de faire en sorte que les Jérusalémites palestiniens s'organisent pour avoir des communautés qui ont droit à la parole, au dialogue, à la municipalité. Mais le seul espace de cohabitation en dehors du commerce aujourd'hui, c'est aussi l'université et l'hôpital. Ce sont au fond des espaces comme l'école biblique et d'autres espaces qu'a rappelé Olivier Vénard, qui sont sanctuarisés. Aujourd'hui, à l'hôpital Hadassah, on trouve plus de médecins palestiniens que de médecins israéliens. À l'université hébraïque de Jérusalem, nous avons 30% d'étudiants palestiniens, avec des phénomènes d'ascension sociale. Les familles viennent habiter près de l'hôpital et près de l'université, et ça, c'est extrêmement précieux en termes de savoir, de mobilité, de circulation, de passage, et puis d'émancipation des esprits dont Jérusalem a vraiment besoin. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas redouter justement que le 7 octobre change tout à cette situation ? Oui, de fait. Là, il n'y a plus de permis. Jérusalem, aujourd'hui, depuis le 7 octobre, est une ville morte. Les hommes, au sens du genre, ont tous été mobilisés. Il n'y a plus que les personnes âgées et les jeunes. Les Palestiniens sont reclus puisqu'ils n'ont plus de permis de travail. Et tout le monde est suspendu, en effet, eh bien, quelque chose qui serait un espoir. Mais moi, je crois beaucoup à la jeune génération des Palestiniens de Jérusalem-Est, qui est capable aussi d'élaborer de son narratif et sa propre émancipation, notamment en votant, notamment en se groupant, notamment en montant des communautés. Et il y a des communautés mixtes de jeunes Palestiniens israéliens à Jérusalem, qui sont des activistes, notamment dans l'écologie. Ça existe. Vous qui êtes sociologue, Sylvaine Bull, justement, ces Palestiniens de Jérusalem, est-ce qu'ils sont proches ou lointains des Palestiniens de Gaza ou bien de ceux de Cisjordanie ? Oui, alors ils sont lointains de fait parce qu'ils n'ont pas la même citoyenneté. L'unité mentale, symbolique palestinienne, elle est très fantasmée parce que les Palestiniens de Jérusalem-Est vivent beaucoup plus comme des Israéliens, évidemment, que des Gazaouis, que des personnes de Cisjordanie. Par contre, la capitale culturelle des Palestiniens de Jérusalem-Est, notamment les jeunes, c'est Ramallah. Parce que Jérusalem-Est n'a pas de vie culturelle pour la jeune génération. Et ils vont à Ramallah où il y a une scène musicale. Voilà. Et de ce point de vue-là, il y a aussi des rapprochements avec les Israéliens. Lorsque l'on voit aujourd'hui la vie chrétienne à Jérusalem et en Israël plus largement, frère Olivier Thomas Venard, comment vous pouvez imaginer votre retour ? Donc, vous étiez le 7 octobre là-bas, vous êtes de passage à Paris, vous allez retourner à Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment votre communauté, les Dominicains, envisagent donc ces jours-ci et puis le futur de la coexistence religieuse là-bas ? Alors, pour ma communauté, encore une fois, on est très spéciaux. Nous sommes un centre de recherche et nous avons avec nous donc une trentaine de jeunes chercheurs internationaux. Notre communauté elle-même, quoique nous nous appelions l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, nous devons être actuellement entre 20 et 25 frères et de 12 nationalités différentes. Nous sommes vraiment un lieu très profondément international, marqué par la couleur française, bien sûr, et nous y tenons. Alors nous, notre vie est une vie de recherche. C'est sûr que nos étudiants qui espéraient profiter de l'année pour découvrir le terrain, pour voyager beaucoup, nous avons d'ailleurs un programme d'exploration systématique de la topographie historique de Jérusalem et du pays, sous l'angle du pays de la Bible, si vous voulez. Tout ça est suspendu. Donc ils vont se retrouver dans la mesure où ils restent avec nous, puisque hélas déjà l'une ou l'autre des assistantes a dû repartir pressée par son institution en France, mais ils vont avoir une année monacale. C'est l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Et l'archéologie, là-bas, c'est aussi de la politique. Il faut le dire, c'est une manière donc de tirer des fils entre le passé et aujourd'hui. Frère Venard, là aussi, comment les choses se passent-elles ? Alors, elle se passe d'une façon compliquée dans la mesure où les fouilles traditionnelles que nous avons menées dans le passé étaient dans les territoires. Territoires, c'est-à-dire juste pour l'expliquer, les territoires. Ce qu'on appelle les territoires palestiniens
et donc de l'autre côté de la ligne verte, mais qui est un peu une vue de l'esprit, puisque en fait c'est une véritable, ça n'est plus qu'un archipel, un puzzle de tout petits territoires en fait, réellement contrôlés par les Palestiniens, pris dans une mer d'administration israélienne, en fait. Hein. Il y a quelques années, un cartographe, je crois britannique, avait fait une carte très suggestive qui s'appelait l'archipel de Palestine-Ouest, qui représentait en bleu tout ce qui dépendait réellement de l'administration israélienne. Et en fait, donc les cartes qu'on nous montre dans les journaux sont encore beaucoup trop schématiques par rapport à la réalité là-bas. C'est pour ça que d'ailleurs je me réjouis ces jours-ci d'entendre en France à nouveau le mot politique, solution politique. Il faut que la raison vraiment absolument revienne pour sortir de... C'est un religieux qui nous le dit. De cette absurdité, oui. Mais l'archéologie là-bas est arrêtée. Alors, et puis, ce qui est encore pire, c'est que nos derniers très gros travaux d'archéologie sont à Gaza. C'est notre archéologue qui avait exploré toute la Gaza antique, si vous voulez. Et donc nous avons là-bas des stocks d'artefacts. Mais alors vous avez arrêté concrètement de faire des fouilles à Gaza quand? L'archéologue français qui s'appelle René Elter, qui est en charge, qui avait un peu pris le relais de notre frère, qui est un homme âgé, mais toujours très actif, était sur place jusqu'à ces derniers temps. Alors je n'ai pas de nouvelles tout à fait récentes. Mais on voit en tout cas qu'il y a évidemment une difficulté à mener ces travaux. Sylvaine Bull, l'archéologie, c'est aussi un enjeu pour le gouvernement israélien, pour prouver que cette terre était juive, pour prouver qu'il y a des lieux qui étaient juifs avant qu'ils ne deviennent palestiniens. Oui, mais l'archéologie, en dehors de l'archéologie de l'école biblique, est israélienne, et c'est une archéologie de conquête, précisément dans les quartiers de Jérusalem-Est, avec l'extension de la cité David. Alors là aussi, il faut rappeler aux auditeurs, il faut décrire ce décor qui est un décor un peu fou, parce que ce sont des décors complètement d'enchevêtrement de terre. Ce ne sont pas de terre, ce sont d'ailleurs quasiment des bâtiments. Les uns sont palestiniens, les autres chrétiens, les autres juifs, et tout ceci est extrêmement compliqué à délimiter. Oui, ça n'est pas narrable dans un temps court, mais on peut dire que tout ce qui est au sud du Kotel, du mur, est palestinien. Le mur des Lamentations. Du mur des Lamentations, est palestinien à Silouan, qui accueille la cité de David, enfin la plus ancienne cité de David, sur lequel Israël cherche désormais maintenant à mettre la main. Donc avec une conquête des quartiers palestiniens. Alors certains, les détracteurs, parlent d'hébronisation de Jérusalem-Est. Moi, je parle du nom d'Hébron, qui est une ville où des colons israéliens sont particulièrement présents et particulièrement virulents. Absolument, on a le même symptôme puisqu'on trouve des restes d'une des tribus des Hébreux à Silouan. Donc on a vraiment une tentative de dominer, de mettre en valeur la cité de David en terre palestinienne. Depuis 10 ans, il y a des échauffourées extrêmement importants. Oui, c'est-à-dire qu'une fouille archéologique peut provoquer une émeute à Jérusalem. Bien sûr, et une émeute et modifie entièrement aussi le paysage, parce que tous les lieux sont sécurisés, les riverains ont des ports d'armes, etc. Et puis il faudrait parler de la gouvernance de Jérusalem, qui est extrêmement religieuse, avec une division du travail politique en faveur des religieux, et qui évidemment encourage tout cela. Et on retrouve tout ça dans votre sociologie de Jérusalem, Sylvaine Bull. Frère Olivier et Thomas Venard, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous allez retourner prier, j'espère, pour le salut de tous, y compris des laïcs, et pour la paix. Bien sûr, je retourne à Jérusalem demain, s'il plaît à Dieu. Et je n'oublierai pas France Culture, que j'écoute tous les jours, même à Jérusalem. Merci beaucoup pour l'invitation.